Donc je demande au policier qui me tient par la gorge, qui m'écrase, je respire plus. J'arrive plus à respirer. Franchement, j'étais au bout, vous m'emmènerez, vous ferez ce que vous voulez, juste j'arrive plus à respirer. Un monsieur de la BAC, il me demande ah, vous êtes né au Cameroun, vous êtes né à Douala, oh là là, les femmes noires, vous êtes belles, vous avez des belles formes. Oh, moi j'adore les femmes noires, vous faites bien à manger, franchement, vous êtes exceptionnelles. Christelle Victor, merci beaucoup d'être présente, d'avoir accepté l'invitation de l'Humanité. Maître Juliet, c'est important aussi que vous soyez là parce que ce que vous endurez ces derniers mois sont quand même complètement dingues. Vous avez été victime en fait d'une interpellation policière à Saint-Gratien le 16 novembre 2024. Donc les faits remontent à peu près plus de 9 mois. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on regarde un extrait de votre interpellation. Je préviens, attention, les images peuvent être choquantes. C'est un post qui a été fait par Assa Traoré qui... Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo. Il n'y a pas le son. On peut le mettre le son, ouais. N'aie pas peur, passe par là-bas, n'aie pas peur. Sergio! 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 Voilà, je propose qu'on arrête ici. Donc les images sont réellement choquantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en fait cette journée du 16 novembre, les instants qui ont précédé votre interpellation? Alors déjà, merci de me recevoir. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, le 16 novembre 2024, je me rendais tout simplement à un match de basket. Parce que je suis à côté de mes études, je suis coach de basket. Et je suis donc allée mettre de l'essence avant d'aller récupérer les enfants que je devais récupérer. Et je suis descendue donc par la voie principale à Saint-Gratien. Et je suis arrivée à une intersection où se trouve une ligne continue avec des pointillés à l'intérieur. Et en face, une ligne continue avec des pointillés à l'extérieur. En face de moi se trouvait donc la rue d'Orgemont qui mène au gymnase et se trouvait la voiture de la police nationale. Devant moi, il y avait une voiture qui a traversé la ligne et qui est partie. Moi, quand je voulais la traverser, j'ai été stoppée par la voiture de police et je ne l'ai pas traversée. Et la policière descend sa vitre en me disant « Madame, attention, vous ne pouvez pas traverser cette ligne-là. Je sais que tout le monde le fait. Attends, ouais. Je sais que tout le monde le fait, même nous les premiers, mais il ne faut pas le faire. Voilà, il faut faire le tour du rond-point. Il ne faut pas du tout passer par là. » Alors moi, je lui demande tout simplement pourquoi ils n'ont pas arrêté la voiture qui est passée avant moi. Et en lui expliquant que ça fait des années que cette signalisation elle est là, que tout le monde passe comme il veut et que ça tombe sur moi. J'ai pas traversé la ligne, j'ai pas commis d'infraction. Et à ce moment-là, je décide du coup de partir. Et la dame me dit de toute façon c'est comme ça, pas autrement. Vous faites le tour du rond-point et vous partez. Donc à ce moment-là, je suis un peu agacée parce que je devais aller récupérer des enfants qui avaient 9 et 10 ans. J'étais pas en retard, mais je voulais pas les faire patienter plus que ça. Donc, je souffle et je pars. Donc, je fais le tour du rond-point. La route, elle était à 50. Je fais le tour du rond-point. Je devais être peut-être à 40, quelque chose comme ça. Et quand j'arrive de l'autre côté, il faisait très beau ce jour-là. Il faisait chaud. Donc, j'avais la musique un peu à fond. Ouais. Donc, je voyais pas trop ce qui se passait autour, à part devant moi, pour suivre la route. Arrivé en dessous du pont pour tourner dans la rue du gymnase, la rue est en travaux. Donc, comme elle est en travaux, ça veut dire qu'il faut attendre que les voitures sortent pour pouvoir rentrer, parce que de base, c'est une rue à double sens. Sauf que comme elle était en travaux, il n'y avait qu'un sens qui fonctionnait. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, il y avait simplement une voiture qui était au feu rouge quand c'est passé au vert qui part. Et moi, je tourne.
Et j'arrive devant le panneau travaux, qui est le panneau où il y a écrit aussi vous devez rouler à 30. Donc moi j'arrive, et à ce moment-là, j'entends des gyrophares. Mais franchement, j'y prête pas trop attention, parce qu'au final... T'étais dans ta voiture, jusque-là tu respectais le code de la route. C'est ça, je respectais le code de la route, je voyais pas du tout ce qui se passait. Ça peut être pour toi, quoi. C'est tu ça. Dis pas, bon, j'ai intégré un feu rouge, ils sont derrière moi. Quoi. Et surtout que... Puis l'incident était clos. Oui. Maître Juliet. L'incident était clos, enfin il n'y a même pas eu d'incident au final, c'est juste... Non, mais en tout cas, t'as une oui, remarque. Voilà, oui, c'est ça, il n'y a pas eu d'incident au final, c'était juste... c'est comme si un enfant, une maman disait à son enfant, attention, touche pas le four, c'est chaud. C'était un peu ça, quoi. Oui, un petit rappel. C'était un petit rappel assez fort, mais c'était un petit rappel. Juste de vous demander de parler proche des micros assez fort. Parce qu'il y a beaucoup de... Ok. Oui, ça va. Je vois dans le chat, excusez-nous pour les problèmes de son, on va parler un peu plus fort. Et vous n'hésitez pas à nous redire, on va être attentifs. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc, du coup, j'entends les gyrophares, mais franchement, je me dis pas que j'ai fait quelque chose. Alors, je continue d'avancer. Et à ce moment-là, j'entends de plus en plus les gyrophares proches de moi. Et je me dis dans ma tête, Christelle, c'est sûr que c'est pour... peut-être qu'ils vont rejoindre les pompiers, qu'il se passe quelque chose, parce qu'il faut savoir que sur la rue qui mène au gymnase, un samedi à 12h30, en plein novembre, ça veut dire qu'il y a la sortie des petits qui sortent du foot, parce qu'il y a le stade de foot, il y a ceux qui sortent du basket, et il y a la caserne de pompiers. C'est très animé, il y a du passage. Et franchement, ma ville en général, elle est animée le week-end. Saint-Gratien, donc dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, c'est très animé. Donc du coup, en plus, il faisait beau, donc forcément, les familles étaient dehors. Il y a des commerces à côté, des restaurants, donc forcément, il y avait du monde. Et donc les gyrophares se rapprochent de plus en plus. Oui. Et là, qu'est-ce qui... Les gyrophares se rapprochent de plus en plus. Et à ce moment-là, je décide de tourner comme si je regardais mon angle mort. Et je reconnais en fait la dame avec qui j'ai discuté juste avant, qui me crie dessus en me disant arrêtez-vous, défaut d'obtempérer, arrêtez-vous, éteignez votre moteur. Elle est passagère du véhicule, passagère avant. Oui, elle était passagère avant et c'était un monsieur qui conduisait à côté d'elle. À ce moment-là... franchement, sur le coup, je regarde partout autour de moi. Je me dis, c'est peut-être pas à moi qu'elle parle. Parce que c'est pas normal. Tu ne te sentais pas du tout en culpabilité de quoi que ce soit. Et donc, du coup, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais obligée de m'arrêter parce qu'il m'avait demandé de m'arrêter. Et en plus de ça, j'étais obligée de m'arrêter parce qu'il y avait les travaux. Donc, en fait, plus on continuait dans la rue, plus il y avait des travaux, plus il y avait des voitures qui étaient en stop pour pouvoir laisser d'autres voitures passer. D'accord. Donc, qui arrivaient en contresens. Et en fait, bordel, quoi, quand même. C'était un peu fouillis. Et moi, je devais surtout, toi, tu voulais tourner à gauche. Sur la vidéo, on voit aller, au bout de l'immeuble qui est un peu orangé, là. C'est ça. En briques. C'est ça. Juste à gauche. Juste à gauche pour pouvoir tourner dans le parking du gymnase. Et même quand on tourne dans le parking, il y a forcément des voitures qui sortent, en fait. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, moi, dans tous les cas, je m'étais arrêtée. Et la policière sort de sa voiture, s'approche de ma vitre. Donc, je baisse la vitre. J'enlève le son de ma musique. Et elle me demande... Madame, vous avez fait un défaut d'obtempérer. Et en plus, pourquoi, quand vous êtes partie, vous m'avez chippé. Chippé, ouais. D'accord. Donc, on va dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire ok, Christelle, on va rester calme. On va rester calme pour le moment, mais j'étais pas non plus trop calme dans le sens où je devais récupérer des enfants qui attendaient devant le gymnase. Et on avait un match qui était prévu à l'autre bout du 95, parce qu'il faut oublier que le 95, c'est un département qui est quand même assez grand. Nous, on est proche Paris, et on allait à Chambly. Et Chambly, c'est dans l'Oise, mais c'est Persan-Chambly. Donc, c'est vraiment à l'autre bout. Donc, j'étais un peu pressée. Et quand elle m'arrête, elle me dit défaut d'obtempérer, vous m'avez chippé en partant. Et en plus, après, elle rajoute vous avez conduit vite. Je dis mais c'est lunaire, ça n'a aucun sens ce que vous me racontez, madame. Mais pourquoi vous m'arrêtez? Donc, au départ, on discute pendant 10 minutes. Où je lui dis mais madame, pourquoi vous m'arrêtez? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai franchi quoi? J'ai rien franchi. J'ai pas coupé de ligne de stop. J'ai pas franchi un feu rouge. Donc pourquoi vous m'arrêtez? Je comprends pas. Et donc du coup à ce moment-là, elle me dit écoutez madame, c'est comme ça et pas autrement. Vous éteignez votre moteur. Alors moi je n'éteins pas mon moteur parce que tout simplement j'étais pressée. Je ne comprenais toujours pas pourquoi j'ai été arrêtée. Et je pars du principe que
si un policier ou une policière nous arrête, il doit quand même nous expliquer pourquoi on est arrêté. Au moins, peut-être me demander mon permis ou me demander mes papiers d'assurance. Rien de tout cela m'a été demandé. Donc, je ne comprenais pas pourquoi j'ai été arrêtée. Donc, on continuait à parler dans ce sens et le ton commençait un tout petit peu à monter parce qu'à un moment donné, je lui dis, madame, je dois récupérer les enfants au basket. Ils m'attendent. C'est urgent. Donc, dites-moi pourquoi je suis arrêtée. Si vous devez mettre une amende... Mettez-moi l'amende pour je ne sais quel fait, à vrai dire, mais faites ce que vous devez faire. Mais dites-moi pourquoi je suis arrêtée. Vous ne pouvez pas m'arrêter en me disant, oui, mademoiselle, quand vous êtes partie, je vous ai chippé. Déjà... Sortez-moi le texte de loi qui dit que dans la loi qu'on n'a pas le droit de chipper dans sa voiture. Et au-delà de ça, vous ne l'avez pas chippé. De toute façon, même, c'est un Oui, détail. mais... non, il faut être précis. Je c'est important de dire. Non, je ne l'ai pas chippé. C'est un acte qui t'a été reproché, mais que tu n'as pas fait. Je ne l'ai pas chippé, je n'ai pas franchi de ligne, je n'ai rien fait de tout cela. Et honnêtement, me connaissant, si je l'aurais chippé, je l'aurais dit. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, elle se recule de la voiture. Elle fait le tour de la voiture, je sais pas, elle regardait peut-être ma plaque d'immatriculation, mon coffre. Vraiment, elle cherchait quelque chose. C'est ça, elle cherchait un pet sur la voiture, certainement. Elle cherchait quelque chose et j'avais vraiment l'impression que j'étais en fait une délinquante. D'accord. Alors, je suis désolée, on pose la question dans le... Alors, c'est pas... Mais typer, ça veut dire quoi, en fait ? Alors, typer, c'est un langage courant dans la communauté noire. Ça veut tout et rien dire. On est agacé, on va typer. On fait tomber un stylo, on va typer. Non, mais c'est le fait de faire un bruit avec la bouche. Oui, c'est comme ça. Voilà. C'est un bruit signe de mépris. C'est ça, c'est un signe de mépris, pas forcément pour la personne qui est en face de nous, mais sur la situation qui se passe en fait. Non, je me permets pour que tout le monde comprenne ce qui était reproché, c'était juste ça. Oui, c'est vraiment un bruit de bouche qu'on fait quand on est un peu saoulé. Voilà, qu'on est un peu saoulé. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus la communauté noire qui le fait. Donc déjà, elle pose un vocabulaire... Elle pose un vocabulaire qui est un peu limite. Ok. Tu ne le fais pas habituellement en plus, au-delà de ça. Non, pas du tout. Je ne le fais pas. Du coup, donc là, elle fait le tour du véhicule. C'est un stéréotype. Et là, finalement, ça commence à monter quand même. Alors, elle fait le tour du véhicule. Et à ce moment-là, moi, j'avais les mains sur le volant. J'avais mon téléphone qui était un peu là où il y a tout mon bric-à-brac. Et ce qui se passe... La musique tournait toujours ou pas ? La musique, elle était basse, mais elle tournait moins forte. Et après, à un moment donné, je l'ai arrêtée tout simplement. Pour pouvoir entendre ce qui se passait et ce qu'on me disait. Et à ce moment-là, il y a un deuxième policier, le conducteur de la police nationale, qui sort. Et en fait, ce policier, je le reconnais. Je le reconnais pas parce que je le connais personnellement, parce que dans Saint-Gratien, on se connaît, voilà. Et surtout parce que je savais que sa sœur, c'était mon esthéticienne. Donc, je savais que mon ancienne esthéticienne avait un grand frère qui faisait partie de la police nationale. Et quand je l'ai vu, elle me l'avait déjà montré, voilà. Et quand je l'ai vu, t'as pas eu de doute. Oui, j'ai pas eu de doute. Et puis, ils se ressemblent beaucoup. Donc, j'ai il y avait un air de famille qui était très clair. Donc, du coup, je lui en ai pas fait part. C'était juste dans ma tête. Ah, il me dit quelque chose. Et à ce moment-là, il vient me parler. Il était avec un ton assez fort, mais plus calme que la policière. Et il me dit, madame, écoutez, coupez le moteur tout de suite. Pourquoi vous avez fait ça à ma collègue ? Donc, moi, je comprends pas. D'accord, donc, Donc, je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait ? Il me dit, coupez le moteur, arrêtez de parler, vous allez descendre de la voiture, coupez le moteur, coupez le moteur, coupez le moteur. Je dis, mais monsieur, concrètement, pourquoi vous m'avez arrêté ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne comprends pas le moteur. Oui, là, tu n'as toujours pas d'explication. Je n'ai toujours pas d'explication. Toujours pas de... Vous êtes la deuxième personne qui m'interroge, mais on ne me dit pas ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, où on va, en fait ? En sachant que il y avait de plus en plus de voitures qui commençaient à arriver, de monde, de personnes qui s'arrêtaient. Et pour la petite fun fact, on était devant l'immeuble de sa sœur. Ah ouais. Voilà. Donc c'était devant vraiment... son cabinet esthéticienne ou devant voilà, son là où elle... Le logement. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment... c'était un monde qui était en train de se créer autour de moi pour je ne sais quelle raison. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il se recule un peu et il y a le troisième policier, donc qui devait sans doute être à l'arrière parce que je ne l'avais pas vu au début, qui sort de la voiture. Et lui, il est un peu plus virulent. Il arrive un peu plus nerveux. Il arrive sur ma portière
La vitre était baissée, donc il met les mains sur la vitre en me disant non, vous vous taisez, vous descendez de la voiture, vous éteignez votre moteur. Ouais, là, ça prend encore un autre degré. Ça prend un autre degré, en sachant que la conversation a été quand même assez forte, mais on restait quand même sur quelque chose de, entre guillemets, platonique au départ. Et là, on arrive sur un autre ton. Est-ce que vous pouvez expliquer, je vois une question. Pourquoi tu n'as pas coupé le moteur ? Pourquoi tu n'as pas coupé le moteur ? J'ai pas coupé le moteur tout simplement parce que je ne savais pas pourquoi on m'arrêtait. J'étais pressée. Je commençais à prendre peur parce que je ne comprenais pas pourquoi on m'arrêtait, pourquoi j'étais là. Et surtout, pour moi, c'était lunaire ce qui se passait. Voilà. Et tu avais déjà eu affaire à la police ? Non. J'ai jamais eu affaire à la police. J'ai eu un accident de voiture il y a quelques années de cela, où j'ai été confrontée à une situation très choquante parce que j'ai failli perdre la vie. D'accord. Tu étais victime ? J'ai été victime. La personne a pris la fuite et ça a fait ressurgir des traumas chez moi. C'est le problème qui se passe, c'est que j'ai pas été emmenée à l'hôpital lors de cette. En fait, les policiers à l'époque s'étaient mal comportés avec elle. Et tu avais déjà une expérience qui fait que quand tu es en présence de la police et dans un contrôle routier en plus, tu te sens déjà pas trop en confiance. En sachant que ça fait pratiquement 10 ans que j'ai le permis, j'ai jamais été arrêtée, même pour présentation même présentation de permis ou même au péage ou quelque chose comme ça. J'ai jamais été arrêtée. C'était la première fois. Donc, quand j'ai eu mon accident de voiture, les pompiers, quand ils m'ont pris en charge, ils doivent toujours appeler le médecin du SAMU pour savoir dans quel hôpital on nous emmène. Et il y a eu des questions qui ont été posées qui étaient assez déplacées sur mon ethnie, en me disant que je suis forte, que j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Et en fait, les policiers, eux, ils ont écouté ce que le médecin du SAMU et les pompiers leur ont dit. Et ils m'ont déposé en fait, à une gare pour que je puisse prendre un train et rentrer. Sans t'orienter vers les pompiers, quoi. C'est ça. Alors, je propose qu'on revienne du coup quand même plus sur le cœur de l'histoire parce qu'on doit avancer. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Tu étais stressée aussi. Mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que aussi le contexte, peut-être on coupe pas le moteur. Et puis en fait, bon, elle te l'a pas demandé tout de suite. Normalement, une policière qui t'arrête. Enfin, là, faudra voir aussi dans même la modalité de l'intervention policière, comment elle s'est déroulée, parce que bon, on te demande pas tes papiers, on te demande pas ton permis, on te dit pas. Donc on comprend quand même qu'il y a une arrestation qui est un peu bon, et tu coupes pas le moteur parce que pour le moment tu sais même pas ce qu'ils vont te demander, quoi. Et donc petit à petit ça monte. C'est ça, en fait on me demande rien de, enfin pour moi ça me semblait pas oui, tu t'es même pas vraiment arrêté en fait, enfin il y avait pas de non. Et je comprenais pas. Et moi je commence à prendre panique. Et à ce moment-là, donc le troisième policier qui arrive, donc celui qui met les mains sur ta partir et qui dit tu sors maintenant et tu qui est assez virulent. Moi, là, à partir de ce moment-là, je commence à prendre peur. Il se recule. Et quand il se recule, avec son collègue, ils mettent la main sur leur ceinture où il y a leurs armes. Donc, ils touchent leurs armes. Et donc, à ce moment-là, je me dis, Christelle Victoire, ta vie, elle est fichue. Je prends panique. Et moi, il faut savoir une chose. Dès l'instant que je prends panique, dès l'instant que j'ai peur, j'appelle les miens. Et les principaux, c'est mes frères, mes grands frères. Donc, j'ai 4 grands frères. Et j'ai décidé d'appeler Sergio, l'un de mes grands frères, qui était dans le gymnase où j'allais récupérer. Crier alors, son nom. Non. Au départ, c'était au téléphone. D'accord, t'as encore ton téléphone. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis arrêtée. D'accord. Donc, je prends mon téléphone et je dis au policier, je prends mon téléphone, j'appelle mon grand frère. Donc, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur haut-parleur que, en fait, le policier qui a été virulent fait le tour de ma voiture, ouvre ma portière côté passager, comme si c'était lui qui avait acheté ma voiture, donc assez fort. Et il me dit maintenant, vous descendez, et il arrache mon téléphone de ma main. Et du coup, ma main, elle part avec. Mon téléphone qui était relié à mon câble USB se déchire. Et il jette mon téléphone par terre dans ma voiture. Et il se permet de couper le contact. Donc à ce moment-là, Christelle Victoire, calme, c'est fini. Parce que pour moi, c'est une agression. Parce que je sais, malgré qu'ils me font croire que je ne connais pas la loi française, je sais que dès l'instant qu'on rentre dans la voiture d'une personne qui ne l'a pas autorisée et qui n'a aucune infraction, c'est comme si on rentrait dans notre propriété. On précise au passage, puisqu'on rentre un petit peu dans des questions de droit, en fait, tu es un master de droit, tu as différents masters en droit, donc tu as quand même des notions aussi de ce qu'est la légalité. Oui, voilà. J'ai quand même fait plus de 8 ans d'études supérieures en droit. Je suis actuellement en train de faire un nouveau master en droit. Donc oui, je connais quand même à peu près ce que c'est la légalité. Je connais pas tout. Donc tu sais qu'on ne peut pas violer un véhicule comme ça, même si c'est la police, et user de la violence, même si eux se pensent dépositaires d'une
une violence légitime. C'est ça. Voilà. C'est Donc, tout le problème. Du coup, je connais pas tout, mais le peu que j'ai appris à l'école, je peux y répondre. Donc du coup, ce qui se pose, c'est que il fait cet acte-là qui déclenche tout. Parce que du coup, ça déclenche mon angoisse, mes traumas, et le fait que je vois rouge, tout simplement. Donc il refait le tour de la voiture, et à ce moment-là, il commence à vouloir me parler. Et du coup, là, moi, je suis hors de moi. Je ne veux pas du tout lui parler. Je parle d'un ton fort avec lui. Et à ce moment-là, ils me disent de sortir de la voiture, d'enlever ma ceinture. Et moi, au-delà que je sois en études de droit, que je suis aussi traiteur à côté et que je coach le basket, j'ai été joueuse de basket pendant un très long moment, jusqu'en championnat de France. Ouais. Donc du coup, j'ai eu des traumas au genou. J'ai un ligament qui est croisé et de l'autre, j'ai un problème au ménisque. D'accord. Ça veut dire que mes genoux sont fragiles. Parfois, ça m'arrive de marcher pendant longtemps et d'avoir très mal aux genoux et qui gonflent. Donc du coup, quand j'entre ou que je sors dans ma voiture, je fais un peu comme... Ouais, tu fais un peu attention. Voilà, quoi. je fais attention. C'est ça. Ouais. Je me mets toujours mes pieds sur le côté. C'est pas pour être nonchalante. Voilà, c'est pas pour... c'est ça. Et donc du coup, pour pouvoir sortir de la voiture, forcément, il faut que je fasse cette manœuvre-là. Sauf qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout attendu. Ils m'ont pris mes mains, ils m'ont sorti de la voiture. Et en fait, je fais 1m80. Les policiers sont plus petits que moi. Donc, un policier qui veut me prendre la main va vous mettre le menottes. De l'autre côté, il y a un autre policier qui me tourmente et qui m'arrache un peu de partout. Donc, au final... je tiens à préciser qu'il me donnait des coups dans le dos en même temps, pour que je puisse arrêter de me débattre, parce qu'il voulait me mettre les menottes. Sauf que... Tu te débattais pas, t'avais les bras plaqués. Au début, c'est même pas que je me débattais, c'est juste que j'avais 2 personnes qui me tiraillaient des 2 côtés. Voilà. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Et le problème qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, à ce moment-là, je ne savais toujours pas pourquoi j'avais été arrêtée. Pourquoi me mettre les menottes ? Parce que c'est quand même fort, mettre les menottes à une personne. Ça veut dire que je suis une délinquante, je fais quelque chose de très mal. Est-ce que tu peux expliquer en fait la situation géographique où on est en fait exactement en fait. À droite, il y a quoi ? Il y a du monde autour ? C'est comment ? Peut-être ce que je vais faire, je me permets, comme je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés aussi dans la chaîne, merci de nous avoir rejoints. Je vais remettre un extrait de la vidéo qui est peut-être le moment le plus violent. Et j'avertis, image vraiment choquante. Avec le son. Ouais. Alors. Voilà. En fait, on voit le plus agressif qui est sur toi. À droite, c'est le conducteur, qui est plutôt plus calme, entre guillemets. Et ce qu'on voit pas sur l'image, c'est la policière qui appuie sur tes genoux. Oui, en fait, elle était accroupie sur mes genoux. D'accord. Elle mettait son poing, en fait, elle tenait mes genoux. Mais en fait, pourtant, je leur avais bien dit que j'avais un problème aux genoux. Et elle continuait à appuyer sur mes 2 genoux, en fait. Et ça m'a fait extrêmement mal. À droite, là, ce qu'on voit pas, il n'y a pas de construction, c'est une voie de chemin de fer. En fait, on est en contrebas, une voie de chemin de fer. Alors, on voit pas la vidéo, parce qu'en fait, et à gauche, il y a quelques constructions, en fait, quelques logements. Et après l'immeuble en brique, on rentre, ou l'immeuble blanc, on rentre vers le gymnase de basket. Et si on va tout droit, il y a le stade de foot et il y a quelques logements aussi, mais c'est plus épars, plus étendu. Okay. Il n'y a pas trop de monde, mais en fait, le monde, c'est les parents d'élèves du basket qui attendent, qui sont garés, qui regardent paniquer, et les quelques gens, les habitants qui commencent à descendre, à se dire mais c'est quoi ce bazar ? Maître, peut-être comme vous avez la parole, et pour rester un petit peu sur les images qu'on vient de visionner, là on assiste donc à un plaquage ventral, à presque une clé d'étranglement quand même à un certain moment. Ça fait quand même largement écho à tous les morts qui sont décédés des suites d'une interpellation de ce type de violence-là. Légalement, en fait, les policiers ont le droit d'user comme ça de ce type de technique d'arrestation. En fait,
Oui. Ils avaient été signalés, par exemple, en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une loi qui avait été qui devait passer, mais qui finalement n'est pas passée parce que la majorité présidentielle n'avait pas voulu la voter en 2019. Donc, on en est où un peu de ce point de vue légal là ? En fait, il faut revenir au grand principe. Le principe, c'est le principe de la proportionnalité et de la nécessité des gestes que font les policiers. Le problème, c'est que Christelle, en fait, ne présentait pas un danger particulier. Elle n'allait pas fuir. Elle était, certes, elle voulait pas être menottée, mais elle les agressait pas. Elle n'était pas prête à se battre, donc c'était pas nécessaire de vouloir la plaquer et de la. Trois personnes. Trois personnes. C'est une femme. J'ai l'impression qu'on assiste à une scène de panique côté policier. En fait, c'est un truc. Ils se disent au départ, on n'a pas de motif pour l'arrêter. On ne sait pas trop pourquoi on va l'arrêter. Tiens. Et finalement, ils sont débordés. Parce qu'ils commencent à avoir un attroupement et ils commencent à paniquer. Et c'est vrai que c'est totalement injustifié, quoi. Et pour le moment, on a, nous, toujours pas les réponses. Toujours pas les réponses à nos questions. Et c'est le fait que ces vidéos-là existent, ce qui a beaucoup changé ces dernières années dans les violences policières, c'est qu'en effet, le téléphone est devenu quand même, pour les victimes, une opportunité d'avoir au moins une preuve de ce qu'ils ont vraiment subi. Donc ces vidéos-là, elles sont où ? Elles sont dans les mains de la... Alors, j'avance un petit peu dans le récit. Déjà, la vidéo, qui l'a faite ? La vidéo, c'est une parent d'élève du basket qui l'a envoyée spontanément à Christelle. Oui. Ensuite, nous, on a déposé plainte fin novembre auprès du procureur de la République du tribunal correctionnel de Pontoise et aussi auprès de l'IGPN. L'IGPN, dès lors que j'avais mentionné qu'il y avait une vidéo, dans les 5 minutes du dépôt de mon formulaire sur Internet, l'IGPN m'appelle. On veut la vidéo. Mais ensuite, ils me disent, bon, écoutez, ça a l'air sérieux, on va enquêter. On est en novembre. En février 2025, j'ai une réponse, un courrier qui me dit « Ah, mais finalement, on a enquêté. Entre-temps, je vous informe que les policiers, ils ont aussi fait une procédure contre votre cliente. » Et elle est d'ailleurs convoquée le 23 décembre 2025. Et ça permettra de tirer les affaires au clair. Et puis il y a une phrase ambiguë, on ne comprend pas trop si l'IGPN me dit qu'ils vont en informer le procureur ou si c'est le procureur, du fait de ma plainte, qui va venir vers nous. C'est pas très clair. Et en tout cas, moi, je l'avais rappelé le policier, je l'avais eu au téléphone, et il m'avait dit non, mais nous, pour nous, c'est juste ça m'a choqué. Il me dit c'est juste un signalement, c'est pas une plainte. Pour nous, c'est. Il peut pas y avoir plus de. J'étais choqué, quoi. Mais attendez, je comprends pas. Il y a quand même des faits. Voilà. Alors là-dessus. Ah oui. On fait... Pardon, excusez-moi. Non, j'en profite parce que du coup, on demande comment ça une procédure envers Christelle Victoire. C'est là toute la question. Voilà. Vous savez que qu'est-ce que tu risques ? Alors on reviendra après aussi parce qu'il y a eu des propos très graves qui ont été tenus. Il faut savoir que Christelle, quand même, à la suite de ce plaquage et de ce quasi-étranglement, a fait un malaise, est restée au sol sans que les pompiers ne soient appelés, a été emmenée dans la voiture durant quel moment il y a eu des propos très particuliers. On reviendra dessus. Oui, mais là peut-être pour continuer sur le cadre général. À la suite de ça, donc elle est poursuivie pour outrage. Voilà, à la suite de ça, là, elle est interpellée, mise dans un véhicule de police, conduit au commissariat d'Angers-les-Bains, et là-dessus, il la place en garde à vue, sans avocat au départ, la déconseillant fortement de prendre un avocat. Elle prend finalement un avocat commis d'office, mais ils ont quand même commencé l'audition sans elle, sans avocat. Il faut savoir aussi qu'ils commencent l'audition, ils font une audition avec, dans la pièce annexe, un policier qui écoute et qui interroge les autres policiers qui portent plainte contre elle. C'est du grand art. Et donc, moi, j'étais pas l'avocat à l'époque. Et en fait, à l'issue de ça, de la déclaration de Christelle, des déclarations, parce que j'ai pas les pièces, de Christelle, et à la suite des déclarations des policiers, ils ont porté plainte contre elle pour outrage, violence et rébellion. Outrage, donc on revient au cheap, Au cheap. Enfin, je pense que c'était ça. C'était ça. C'était la principale raison pour laquelle tu avais été arrêté. Après, peut-être le refus de... Mais là, le paradoxe aussi, j'insiste. Moi, j'ai demandé la communication du dossier, de cette procédure, depuis décembre 2024.
on m'a dit, c'est trop tôt, ce que je comprends. En avril, je refais un courrier, maintenant c'est bon. Ah non, l'affaire est bien audiencée, mais on n'a pas le dossier, nous dit le tribunal. Et là, j'ai refait un courrier seulement là, fin août, et j'attends toujours les pièces. Ouais. Oui, donc ils enterrent les procédures comme ils essaient. Parce qu'en fait, au départ, ils passe souvent en cas de violence policière. En fait, ce qu'on appelle ce type de procédure que font les policiers, c'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. Voilà. C'est une procédure pour vous faire taire. C'est classique en matière de violence policière, malheureusement, mais c'est classique aussi plus largement dans d'autres domaines du droit. Par exemple, quand vous contestez un permis de construire, le promoteur fait une procédure contre vous pour vous faire peur, pour vous dire je vais vous demander de l'argent. C'est le même type. C'est Didier Fassin, donc, qui est un philosophe, sociologue, qu'on reçoit pas mal dans l'UMA, qu'on interviewe pas mal. Lui, il dit ça, il dit en fait, les outrages et rébellions sont un moyen pour les policiers d'anticiper une plainte pour violence policière. Oui. Et en fait, déjà, ils essaient de te faire taire avant même que tu... Et d'ailleurs, quand Christelle va raconter après ce qui s'est passé dans le véhicule et après, vous allez voir que ils avaient bien en tête cette procédure bâillon, et du moins de se dire il faut qu'on se protège, c'est trop chaud pour nous, on n'est pas clair. On reviendra peut-être du coup sur la dimension judiciaire bien sûr du dossier qui est centrale, mais peut-être qu'on peut reprendre le cours du récit. Tout à fait. Alors, peut-être à partir du malaise. Oui, même je dirais même avant le malaise. Je t'en prie. Alors, ce qui se passe, donc du coup, c'est que on me tiraille de tous les côtés. Moi, il faut savoir que quand je suis plaquée au sol et que ma tête est en dessous de leur voiture, donc on le voit sur la vidéo. Très clairement, je suis en crise de panique, en crise d'angoisse. Je me suis fait vraiment oppresser de tous les côtés. Le policier qui écrase mon genou, le policier qui met sa main sur son cou, toute sa main sur mon cou, et le policier en face qui essaie de me parler en me disant mais donnez vos mains, vous n'êtes pas une enfant de 15 ans, donnez vos mains. Donc pourquoi je donnerais mes mains en même temps Je comprenais pas pourquoi je devais donner mes mains, surtout que là on était face à une situation qui commençait à devenir grave. Donc, si demain, j'ai un policier en face de moi, je lui dirais, s'il y a une situation comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être calmer la situation et pas envenimer les choses. Et là, je trouvais que ça a été envenimé. Et moi, je continue de crier le nom de mon frère Sergio. Donc, mon frère Sergio, pour que vous compreniez un peu le contexte, il est aussi coach de basket dans le club, comme mes frères. Parce que excuse-moi, j'avance oui, encore un peu, on a encore des... Donc il est aussi coach de basket dans notre club. Et comme tous mes frères, parce qu'on est une famille de basketteurs. Pour vous expliquer un peu le contexte, nous on est vraiment une famille très lambda. Hein. Mon père il est comptable, ma mère elle est sage-femme. Quand on est arrivé du Cameroun, on a poursuivi notre vie en France très tranquillement, sans problème. On a toujours été intégrés à Saint-Gratien par cette communauté dans le basket. Et on est pour ma part, on est des anciens joueurs, des anciennes joueuses de basket, que ce soit au niveau ou au plus bas niveau, et des coachs. Donc du coup, on est vraiment, on est vraiment très épris de ce sport. Et donc du coup, comme mon frère se trouvait dans ce gymnase-là, je faisais que de l'appeler. Je faisais que d'appeler le nom de Sergio. Parce que dès l'instant que je panique, encore une fois, moi, c'est mes frères. Hein. C'est mon moteur de vie, donc c'est mes frères que j'appelle. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une maman qui va appeler mon frère. Donc apparemment, mon frère est arrivé à ce moment-là. Et à ce moment... on le voit sur la vidéo, mais c'est flouté. Mais on le voit sur la vidéo. Mais à ce moment-là, en fait, je sais pas, je me sens plus. Je me sens plus. Donc je demande au policier qui me tient par la gorge, qui m'écrase. Je respire plus. J'arrive plus à respirer. S'il vous plaît, genre là, voilà. On a tous en tête. J'arrive plus à respirer. Juste vraiment. Franchement, j'étais au bout. Vous m'emmènerez, vous ferez ce que vous voulez. Juste, j'arrive plus à respirer. C'est ma sécurité. Parle vraiment dans le micro, peut-être, en regardant. Dans ma tête, c'est vous m'emmènerez, vous faites ce que vous voulez, mais j'arrive juste plus à respirer. Donc faites ce que vous voulez, mais j'arrive juste plus à respirer. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il continue. C'est comme s'il ne m'entendait pas. Il y a quand même le policier qui continue à me parler, la dame qui continue à m'écraser. Et à ce moment-là, instinct de survie. Franchement, instinct de survie. Je n'avais pas le choix. La main, toute sa main qui prenait mon cou, qui écrasait mon cou, j'ai décidé de le mordre. Je ne l'ai pas mordu parce que j'étais une folle, non. Je l'ai mordu parce que tu te sentais partir. Je me sentais partir. Et pour moi, en fait, cette main-là allait enlever le poids. Parce que dès l'instant qu'on pince ou quoi, on enlève la main. Bon, en fait, pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos, il a continué à encore plus m'écraser la tête. Ma tête était vraiment écrasée. Je sentais plus du tout mon corps. Donc, à ce moment-là, je perds connaissance.
Je perds connaissance. Je suis je perds connaissance. Je suis sans vie, quoi, en fait. Parce que je bouge plus. Ils essayent de me dire madame, je bouge plus. Et j'ai pu voir dans la vidéo que des parents qui étaient présents me disaient qu'est-ce que vous faites? Elle n'arrive plus à respirer. Grâce à vous, maintenant, elle a fait un malaise, c'est super. Enfin, à ce moment-là, vraiment, quand j'ai perdu connaissance, je pensais même pas que j'allais me réveiller. Hein. Ouais. Très clairement. Je pensais pas du tout que j'allais me réveiller. Je pensais pas. Peut-être juste pour appuyer ce que tu es en train de dire, hein, pareil, on l'a dit que des cas de mort par asphyxie, en fait, à la suite d'une intervention policière, il y en avait de plus en plus. Donc j'aimerais qu'on signale ce travail de nos confrères de Bastamag qui ont réalisé en fait une réelle base de données qui documente depuis quelques temps maintenant, qui permet en fait de voir tous les morts par différents types d'interventions. Donc en 2020, depuis 1990, là vous voyez tout le nombre de morts, et donc il y a 81 décès qui sont liés à un malaise ou une asphyxie, quoi. Ah oui. Donc c'est quelque chose de réel. Je vous invite vraiment à consulter cette base de données qui est très importante à voir. Voilà. Donc pour appuyer, bien sûr qu'en plus, c'est quelque chose dont on a conscience, et je pense que de se retrouver dans la position dans laquelle tu t'es retrouvé, bien sûr que tu as peur pour ta vie, quoi. Et en plus, de plus en plus, ça arrive malheureusement. C'est ça. Surtout que on sait tout ce qui se passe dans le monde, donc forcément. Donc à ce moment-là, je perds connaissance, et du coup, ce qui se passe, c'est que les policiers se retirent entre guillemets de moi. Et quelques temps après, finalement, à ce moment-là, parce que franchement, je pensais pas que j'allais me réveiller, hein. Très clairement. Moi, je pensais que c'était fini. Et là, il se retire. Et donc, quand tu te réveilles, t'es où? Il y a un peu des secours sur place. Maître Juliet, vous voulez Justement, ma question, c'est quand est-ce que la BAC arrive? Il y a la BAC qui arrive après. En fait, je pense que la BAC et les autres policiers sont arrivés au moment où j'ai perdu connaissance. D'accord. Parce que quand je me réveille, il y a beaucoup de monde. Et comment je vois mon frère, je vois la BAC qui essaye de faire en sorte que les gens se reculent. Mais ils sont équipés, la BAC? C'est les policiers, donc c'était d'autres policiers de la police nationale qui étaient équipés. Équipés avec des armes. Ouais, d'accord. Fusil à pompe. Voilà. Fusil à pompe. Comme si j'étais... Les Rambo voilà. des... Donc ils étaient en train de quadriller la scène. Donc il y avait au moins, franchement, sans vous mentir, plus les gens de la BAC, ils étaient peut-être 10 policiers à un moment donné. Hein. Ouais. Pour moi. Pour une femme qui avait peut-être pas traversé la bonne ligne arrêtée, dit juste à la policière souffler un peu. Donc là, on se retrouve entouré de 10 policiers par terre et se réveillant d'un évanouissement. C'est ça. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils essaient de me relever, et il y a le policier qui était un peu plus calme qui me dit est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers? Alors moi, dans ma tête, c'était en mode mais c'est sérieux? C'est pas est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers, c'est les pompiers sont là, madame. Il y a la caserne à côté. Il y a la caserne à côté, et on entendait des gyrophares parce qu'en fait, ils allaient dans leur caserne, les pompiers, en fait. Mais c'était pas pour moi. Donc, dans ma tête, je me suis dit, en fait, je revis ce que j'ai vécu 2 ans auparavant. Ouais. Comme si je comptais pas, comme si j'étais pas aussi le 9 mois de quelqu'un. Donc, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je comprends pas. On essaie de me relever, je vois qu'il y a mon frère, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a même une maman qui me dit tu sais, Christelle, dès l'instant qu'ils ont vu ton frère, ils se sont calmés. Ouais. Je dis comme quoi? Forcément qu'ils se sont calmés dès l'instant qu'ils ont vu mon frère. Parce que c'est pas pour faire genre, mais mon frère fait 1m95, il ressemble à un joueur de NFL. Donc, pour le coup. Il était très calme. Et il était hyper calme, mon frère. Il était hyper calme, mon frère. Pour avoir parlé avec lui juste après ça, il m'a expliqué que je suis restée calme parce que c'est soit je restais calme, soit c'était fini pour toi et moi. D'accord. Donc il m'a dit. Et les parents étaient calmes aussi autour. C'est ça. Il disait juste qu'il fallait arrêter, mais il était très calme. Et franchement, pour ça, je lui tire mon chapeau. Parce que je pense pas que tout le monde serait resté calme en voyant quelqu'un de sa famille comme ça. D'accord. Juste, pareil, pour avancer un peu, parce qu'on va peut-être repartir un peu sur la question juridique. Pourquoi, finalement, 9 mois après, tu as fait ce post sur Internet? Quelle est la nécessité? Peut-être, Maître Juliet, tu pourras compléter. On avait décidé de se tutoyer. Pardon. Christelle,
Du coup, juste après ça, je suis emmenée dans la voiture de police. Non. Mais tu peux continuer si tu veux dans la voiture de police et au commissariat, mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est pour avancer aussi un peu sur la... En gros, Christelle a pris la décision de communiquer sur l'affaire, tout simplement parce que c'est au point mort et on a l'impression que c'est complètement endormi et qu'on n'est pas entendu. Donc elle veut justice, ce qui est normal, et qu'on réponde aux questions. Et la seule procédure qui avance, c'est celle qui est contre elle. Alors c'est quand même aberrant. Oui, parce que donc tu seras jugé normalement le 23 décembre. On va demander une jonction. 23 décembre. Il y aura un renvoi. Le procès a lieu au tribunal correctionnel de Pontoise. Mais ça sera 23 décembre 2025. Voilà. Donc, et par ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, l'IGPN, lui, n'avance pas du tout dans son enquête, fait lettre morte. Dit que c'est classé, semble dire que c'est classé, c'est pas très clair. Semble dire que c'est classé, Et qu'il y a une procédure le 23 décembre, et puis il y a notre plainte aussi qui avancera et qui permettra d'éclairer les choses, mais voilà. Donc là, tu as été finalement obligé d'investir l'espace public pour toucher l'opinion et pour que ton affaire monte, quoi. Elle est obligée aussi de faire elle-même tous les examens médicaux importants pour se constater. J'ai pas pu aller aux unités médico-judiciaires, donc j'ai dû faire tout à mes frais. J'ai dû tout à tes frais, mais c'est ça, parce que derrière, c'est aussi bien sûr. C'est ça, et je tiens quand même à préciser que c'est le 23 décembre 2025. 23 décembre 2025. Oui. 2 jours avant Noël. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, les préparatifs de Noël cette année avec ma famille, ça a été un peu compliqué. Donc, du coup... Et là, tu sens quand même, du coup, que ça commence à se mobiliser autour de toi, les assos, les... Alors, depuis que Christelle a posté, il y a une réelle mobilisation, quoi. Ça commence à prendre. On a beaucoup de demandes d'interviews, D'accord. Et ça permet de faire... Et puis, il y a des contacts politiques divers et variés qui appellent et qui commencent à s'intéresser. Mais c'est le début seulement. D'accord. Malheureusement, on va devoir se quitter, mais je tenais quand même à le dire. C'est vrai que dans le chat, on a pu voir pas mal de personnes forcément soulever la question du racisme. Voilà, si tu as envie d'en dire 2 mots. Je vais en dire 2 mots, oui. Pourquoi la question du racisme revient très simplement, quand j'ai été interpellée et que j'ai été mise dans la voiture de police, j'étais dans la voiture de police avec la policière qui a pensé que je l'ai chippée. Donc déjà, comme je vous ai expliqué, chipper, ça a connotation, voilà. Et il y avait donc le policier que j'avais reconnu qui conduisait et un policier de la BAC à côté de moi qui avait son bras autour de moi. Qui n'était pas dans l'équipage d'interpellation. Et qui était un monsieur de la BAC. Ouais. Et à ce moment-là, ils avaient mes affaires, ma carte d'identité, etc. Et ils me demandent vous êtes né au Cameroun, vous êtes né à Douala, oh là là, les femmes noires, vous êtes belles, vous avez des belles formes. Oh, moi j'adore les femmes noires, vous faites bien à manger, franchement, vous êtes exceptionnelles. Regardez, vous êtes conduit dans une voiture de police pour aller au commissariat. Il fait beau. Vous profitez. Voilà, vous profitez de tout. Vous êtes une belle femme noire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et même au commissariat, quand on a essayé quand on m'a palpé, on m'a enlevé mes affaires, etc. Il y a un des policiers qui m'a dit vous êtes sûr que vous portez pas une perruque, parce que bon, on sait toujours, les gens de chez vous en général, voilà. Donc au cas où vous voulez vous pendre avec, on est obligé de vous demander si vous avez une perruque. Donc c'était petit à petit que l'humiliation continuait même au poste de police. Et aujourd'hui, j'en suis à là. Et je précise que tu es française. Ah oui, je suis française, d'origine camerounaise, mais je suis française. Donc j'ai, on va dire, quand même la double culture au final. Donc voilà. Bon, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Mais en tout cas, l'UMA va suivre l'évolution de ton affaire. Bien sûr. Et là, pour faire aussi la vérité avec toi, parce que ça reste le rôle de journaliste. Merci vraiment beaucoup d'être venu nous rencontrer.